7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors vous avez étalé plein de sujets sur la table. Mais oui, on va parler de n'importe quoi, un peu n'importe comment d'ailleurs. J'ai été absolument fasciné par un titre. Le gouvernement veut former le prochain Mbappé de la gastronomie. Et je me suis dit, c'est génial, ils sont de plus en plus nuls. En fait, non, c'était le journaliste qui s'était glissé dans la peau d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge du commerce et du tourisme, et qui effectivement parlait comme un macronien, c'est-à-dire au lieu de proposer des exemples un peu, on va former le prochain Bocuse, on va former le prochain Vatel, non, on va former le Mbappé de la gastronomie, et effectivement ça avait l'air épatant, et la dame a été interrogée, et elle a dit oui, c'est nécessaire, parce qu'il y a une stratégie nationale en faveur de la haute gastronomie française. Oui. Macron, sur l'Afrique, il a été moyen, en fait. Sur l'Ukraine, il a été moyen. Sur le Moyen-Orient, il est moyen. Il est moyen un peu en diplomatie. Il est assez moyen aussi en finances publiques. Alors, lui, on dirait pas que c'est le Mbappé de la finance. On dirait, je sais pas trop. C'est peut-être le Balmusette de la finance. C'est pas non plus le Mozart de la finance. Mais il a une haute stratégie pour la haute gastronomie française. Et ça, c'est important parce que c'est pas comme si le pays connaissait quelques problèmes, mais le président, il voit plus loin. Il dit, le déficit, les émeutes, la violence, le fait que les enfants soient complètement analphabètes, ça, c'est pas vraiment grave. L'entrisme islamique que dénonce Gabriel Attal, c'est un problème, on en parlera après les élections européennes. Mais en revanche, la haute gastronomie française, ça, c'est vraiment important. Et comme le dit le ministre Olivia Grégoire, la France défend-elle assez les couleurs de sa gastronomie au niveau mondial ? Parce que la France, elle a 2 ou 3 trucs à défendre, et au premier rang desquels, c'est la gastronomie. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes parfois malmenés dans les concours et les classements. Effectivement, on est surtout malmenés dans les classements sur l'éducation, par exemple. On est malmenés dans les classements sur le déficit national. On est malmenés sur beaucoup de classements, Olivia. Mais je comprends que tu as envie de former le prochain Mbappé de la gastronomie. Et elle nous dit ça avec, ils ont des idées géniales et notamment, il faut repérer, attirer et accompagner les talents de demain. Parce que les Français d'aujourd'hui, on s'en fout un peu, en fait, quand on est macroniste. Les Français d'aujourd'hui, c'est déjà pertes et profits. Ça fait déjà partie du passif. C'est des gens qui sont chômeurs alors qu'ils auraient dû traverser la rue. C'est des gens dont les entreprises font faillite alors qu'ils auraient dû profiter de la manne de l'État. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'on peut appeler des numéros verts que l'État met en place à peu près tous les 2 jours. Et donc là, on va plutôt repérer, attirer et accompagner les talents de demain, leur fournir un accompagnement à l'international. Parce que le rayonnement de la France, en fait, en France, c'est foutu, on est d'accord. Il faut faire en sorte que Macron puisse briller ailleurs. Et ailleurs, c'est sur la scène internationale. Il est important de continuer à mettre des paillettes dans les yeux des jeunes pour les attirer. Au-delà de l'histoire et de l'excellence des produits français, ce serait un peu trop bête de s'occuper de l'histoire de France et de l'excellence des produits français. Il faut leur proposer des figures de chefs ayant décroché des étoiles. Il faut faire en sorte que la gastronomie française soit un concours télé. C'est un peu comme Gabriel Attal et Macron. Il faut proposer aux jeunes gens des exemples remarquables comme Gabriel et Manu et faire en sorte qu'ils soient absolument fascinés par la chose. C'est une nouveauté. Nous avons mobilisé Business France pour embarquer à l'étranger, au-delà des producteurs qui défendent nos produits d'exception, un vivier de chefs qui ambitionnent de se développer à l'international. La haute gastronomie française, c'est permettre à Gagnère d'aller ouvrir un restaurant à Dubaï, en fait. Ah, super. C'est pas permettre aux Français qui mangent de la... ils vont continuer, eux. On va pas faire en sorte de soulager les restaurateurs. On va pas faire en sorte d'obliger l'industrie agroalimentaire à produire des bonnes choses. On va pas faire en sorte, par exemple, d'obliger les restaurateurs à indiquer si les produits ont été préparés chez eux ou pas. Il y a une loi qui a été préparée et qui n'est pas passée à cause des lobbies des gros restaurateurs. On va faire en sorte en fait que les Français continuent à mal manger, mais on va faire en sorte que les Français qui ont du succès puissent aller à Dubaï ouvrir des choses, et tout ça pour permettre de mettre des paillettes dans les yeux des jeunes. Alors, on s'est dit peut-être que les paillettes dans les yeux des jeunes, ça suffit pas, juste avec le Mbappé de la gastronomie, l'Antoine Dupont des fourneaux, le Tony Estanguet de la spatule. Et donc, ils ont décidé de lancer l'écriture d'une série consacrée à Brigitte Macron. Ah oui. Mais oui, c'est génial. Alors, retracer la trajectoire romanesque de la Première Dame, l'écriture d'une série de fiction consacrée à Brigitte Macron a débuté et a annoncé mardi Gaumont.
Gaumont développe une série intitulée Brigitte, une femme libre, c'est-à-dire une femme donc, qui, quand elle est professeure, abuse d'un de ses élèves. Voilà, c'est ça, être libre, selon Gaumont. Les scénaristes ont déjà co-auteurs de la série Mirage et J'ai menti. Et donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, on prend pour faire une série sur Brigitte Macron des gens qui sont spécialistes du mensonge. Voilà, ont été choisis pour raconter l'ascension de Brigitte Macron de professeur à Amiens à la rencontre de son élève Emmanuel. On en parle comme ça. On est en train de parler de maltraitance, on est en train de parler de consentement, on est en train de parler d'emprise, mais on est en train de parler de Brigitte qui chope son élève. Alors que la série n'en est qu'à ses prémices, sans échéance précise, Gaumont est à la recherche d'un diffuseur. Du côté de l'Élysée, aucun commentaire n'a filtré. Nous ne sommes pas associés à ce projet dont nous avons pris connaissance aujourd'hui par voie de presse. Alors, c'est absolument fabuleux. C'est un peu comme quand Macron disait l'autre jour oui, alors il n'est pas du tout prévu que je porte la flamme olympique, mais si jamais quelqu'un me le demande, on verra bien. Voilà, suivez mon regard. Et donc là, j'espère que ça va mettre des paillettes dans les yeux des jeunes et qu'ils vont apprendre eux aussi à gravir l'échelle sociale en draguant leurs profs de théâtre, leurs profs de français, leurs profs de maths, enfin n'importe quel prof. Des profs qui, après tout, ils sont un peu désespérés, les malheureux. Là, par exemple, on a appris que les élèves ne savaient plus lire l'heure sur des horloges à aiguilles. Voilà, je dis, les enseignants s'en rendent parfois compte en surveillant les examens. Professeur d'anglais au lycée dans le Var, Anne, supervisait les épreuves de français au baccalauréat l'an dernier quand un élève lui a demandé l'heure. J'étais étonné, j'avais vérifié en arrivant que l'horloge fonctionnait bien. Lui a désigné du regard, elle m'a dit qu'elle ne savait pas lire l'heure sur une aiguille. Oh là là. Voilà. En fait, je suis à peine surprise. On lit pas l'heure sur une aiguille, c'est sur un cadran a priori. En contrôle, j'entends régulièrement « Madame, il reste combien de temps ?» Ils ont l'air égarés quand je leur montre l'horloge visible au-dessus du tableau. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Cet article est absolument fascinant, c'est un article du Monde. Voilà. Dans une classe de 6e, un quart des élèves admettent ne pas savoir lire l'heure sur une horloge à aiguille, mais presque la totalité d'entre eux n'étaient pas sûrs de comprendre l'expression « 9h moins 10 ». En voyage scolaire, un professeur s'est aperçu que les collégiens ne comprenaient pas si on leur donnait un rendez-vous à midi moins le quart. Il faut dire 11h45, comme c'est écrit sur une montre numérique ou un téléphone. Donc voilà, si jamais ils ont envie d'avoir des paillettes dans les yeux, bon, après tout, ils ont un exemple, c'est Brigitte Macron, voilà, débrouillez-vous avec vos élèves, faites comme vous voulez. Et on se dit, c'est absolument fabuleux, voilà, la France est devenue ce pays où on laisse tomber les Français pour aider les gros restaurateurs à se développer à l'étranger. Il y a un Premier ministre qui nous explique que fini la culture de l'excuse, le silence est parfois un cri des Français qui ne disent rien alors qu'en fond ils n'en pensent pas moins. Alors, toutes les enquêtes d'opinion sont en train de hurler, non pas du tout silencieusement mais extrêmement expressément, la manière dont les Français en fait ne sont pas du tout d'accord et ils pensent, ils le disent régulièrement. D'ailleurs les sondages sont absolument catastrophiques pour le gouvernement. D'ailleurs les votes sont catastrophiques pour le parti Renaissance. Nous ne sommes pas encore parvenus à inverser cette forme de spirale d'affaissement de l'autorité, nous dit Gabriel Attal. Oui. Moi, j'ai adoré cette. Voilà, d'un côté, on nous explique que les enfants ne savent pas lire l'heure sur une horloge à cadran, et de l'autre côté, pour nous parler de la délinquance, on nous dit qu'il faut inverser cette forme de spirale d'affaissement de l'autorité. J'ai pas bien compris. Je me dis, ça, il y a des espèces de métaphores absolument stupéfiantes. On a l'impression que le type, il a vu passer sa vie à regarder des courbes, et avec l'inversion de la courbe du chômage de François Hollande, là, ça l'a complètement trauma, et donc maintenant, il ne peut plus parler de la réalité qu'avec des choses bizarroïdes. Alors, à la fin, il nous explique un truc génial. Il faut prendre des mesures simples, concrète et de bon sens. Déjà, Gabriel, si tu arrêtais de parler d'inverser la forme de spirale d'affaissement de l'autorité, tu serais beaucoup plus crédible quand on nous parle de mesures simples, concrètes et de bon sens, comme apprendre aux gamins à lire l'heure sur une horloge à cadran, parce que ça a l'air de rien, mais ils ne savent pas faire des fractions, en fait. C'est à ça que ça sert une horloge à cadran. Sinon, on s'en fout. Tout le monde... moi, quand j'étais petit, il y avait je lis l'heure sur ma montre Seiko à quartz liquide, Seiko à quartz. Et là, on était... Ah, mon Dieu, c'est incroyable, ça bouge, c'est rouge. Et, on était tout fous. Mais on savait faire des fractions. On comprenait ce que c'était que 3/4. Voilà. Et en fait, c'est à ça que ça sert une horloge à cadran. Et en fait, non, cette société est en train de partir en vrille. Mais heureusement, il y a la Marseillaise. Heureusement, on a réussi à faire du commun. Heureusement, à défaut d'avoir le Kylian Mbappé de la gastronomie tout de suite, on va faire en sorte de redonner aux Français un commun qui est la Marseillaise. Parce que la Marseillaise fait partie de ce bien commun. C'est notre champ commun, nous dit France Télévisions. Entendez-vous dans vos écrans ? Montez ces intenses émotions qui viennent jusque sur vos bras. Émouvoir vos fils, vos compagnes. Au jeu, citoyens. Formez vos supporters. Chantons que l'histoire qui s'écrit grave nos mémoires à l'unisson. Alors, d'une part, c'est écrit en patagon, ça va être franc. Et allons, athlètes de la patrie. Et c'est
le film signature de France Télévisions pour les Jeux Olympiques. Voilà. Et il faut inviter tous les Français, sans exception. Il y a toujours le côté un peu totalitaire, dès qu'il s'agit d'un organisme d'État. Il faut inviter tous les Français, sans exception, à prendre part à ce moment de communication sportive, de communion, pardon. Je ne sais pas comment j'ai fait pour confondre communion et communication. De communion sportive et nationale. Une source d'émotion qui nous fait tous vibrer à chaque exploit sportif. C'est une façon pour nous de transcender notre rôle de diffuseur officiel pour devenir créateur de patrimoine populaire. Un peu comme le Mbappé de la gastronomie, un peu comme Gabriel Attal, qui n'est pas encore un mème, mais qui mériterait de le devenir. Et j'ai trouvé fascinant qu'à l'occasion des JO, on décide de réécrire la Marseillaise, ce chant révolutionnaire et sanguinaire, et en ayant comme objectif d'installer les Français devant leurs écrans. Entendez-vous dans vos écrans monter ces intenses émotions? Alors, monter les intenses émotions, c'est un peu comme l'affaissement de la spirale. Voilà. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, l'idée, c'était qu'il fallait qu'on puisse faire en sorte que l'intégralité des Français, sans exception, je cite le communiqué de presse de France Télévisions, soient installés devant les écrans pour vibrer à des émotions absolument remarquables, qui sont celles que la Macronie nous propose. En tout cas, ça fait envie tout ça. Mais oui. Vous avez suivi les Jeux Olympiques, vous, et sentir les émotions monter, etc. Non. Voilà. J'ai vu monter le désespoir des hôteliers à qui on avait promis qu'ils allaient devenir riches et qui, pour le moment, sont en train de vivre la vacance des chambres. En même temps, quand on suit l'actualité française, on n'a pas spécialement envie de venir passer l'émotion des vacances, Franciliens à qui on explique qu'ils ne pourront plus se déplacer dans Paris. L'émotion des salariés à qui on va imposer le télétravail. Enfin, voilà. Il y a plein d'émotions qui montent, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai. Bon, alors, je vous trouve très pessimiste parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Gabriel Attal a tenu un discours, a tenu quelques annonces, en tout cas hier, au sujet de la délinquance chez les jeunes, des violences qui montent, etc. Il a quand même dit, il a dénoncé des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste dans les écoles, etc. C'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience. Il a appelé au sursaut d'autorité. Et à l'inversion de la spirale. Voilà. C'est remarquable. Alors, c'est fabuleux. On est un peu, vous savez, comme les malades en phase terminale où les parents ne veulent pas comprendre. Voilà. Il a bougé, mais c'est normal, c'est un réflexe. Mais, en fait, ça fait quoi, 10 ans, 20 ans, 30 ans que tout s'accumule sur les bureaux de tous les ministres, comme quoi c'est un vrai problème. Et là, Gabriel Attal nous dit attention, il y a de l'entrisme islamiste. On a déjà tué 3 ou 4 profs, il y en a 15 qui ont démissionné, il y en a 150 qui sont en dépression nerveuse, il y a 100 000 élèves qui se font talocher chaque jour. Et là, brusquement, mais Gabriel l'a dit, et du coup, tout va changer. Non, rien va changer. En fait, ça fait 7 ans que Macron est au pouvoir, ça fait 100 jours que Gabriel est là, et ils auraient pu prendre toutes les décisions qu'ils voulaient, ils n'en ont pris aucune. La loi immigration est un ratage complet, la loi sur la laïcité sert surtout à emmerder les catholiques. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Quand Gabriel Attal parle, d'une manière générale, ça signifie juste que une partie des électeurs des Républicains se disent je vais quand même voter pour lui. Voilà. Donc l'intégralité de ce que dit Gabriel Attal consiste à faire en sorte que des gens votent pour Renaissance aux Européens. Mais c'est ce que disait, parce qu'on était en entretien ce matin avec Marc Lamola, qui est un ancien policier de Marseille, et avec qui on abordait justement la montée de la violence chez les jeunes, qui nous disait que ça fait des années que c'est la succession des coups de com', qu'il s'agisse de Gabriel Attal ou de n'importe quel autre ministre, et qu'au bout d'un moment, en fait, tant qu'on ne réforme pas tout le système, alors c'est très facile à dire, mais tant que l'éducation nationale ne décide pas de faire en sorte que les professeurs portent plainte. Il y a encore un professeur qui s'est fait casser la figure par une mère de famille et sa grande fille. Voilà. Et je veux dire, elle a porté plainte. Et ses collègues disent c'est incroyable, elle a osé porter plainte. Pour le moment, les académies continuent à nous recommander de ne surtout pas faire de vagues. Donc, que Gabriel Attal parle ou que quelqu'un souffle dans un violon, mais c'est exactement le même résultat. C'est comme le proviseur du 20e arrondissement de l'établissement Maurice Ravel qui a démissionné, qui a été poussé à la démission, et certains professeurs interrogés avaient l'air de tomber des nues en apprenant qu'il avait subi des menaces de mort, qu'il était harcelé, qu'il était attendu à la sortie de l'établissement. Mais oui, mais parce qu'il faut contextualiser, il faut les comprendre. Alors bien sûr, Gabriel nous dit non, c'est fini la culture de l'excuse, mais déjà, c'est pratiqué par un gouvernement. Quand un gouvernement qui est capable d'avoir les déficits qu'il a, avec un Bruno Le Maire qu'il a, nous explique qu'il ne faut pas pratiquer la culture de l'excuse alors que Bruno Le Maire est toujours ministre des Finances, quelle est la crédibilité des paroles de Gabriel Attal ?
Répondez. Elle est nulle. Voilà. C'était une question rhétorique. Merci beaucoup, Richard de Sèvres. En tout cas, vous êtes le Mbappé de la chronique sur Radio Courtoisie. Merci pour cette chronique. À la semaine prochaine.